Vous savez, on commence la résistance sans savoir qu'on est des résistants. C'est-à-dire on commence à refuser un certain nombre de choses qui sont inacceptables. Par exemple, le retour à l'état de sujet, c'est inacceptable. Le fait qu'on met des gens dans des camps de regroupement et concentration, ça se ressemble, hein, c'est inacceptable. Le statut de Montoire et le règlement de l'armistice avec la somme énorme d'argent que chaque jour il fallait donner pour l'entretien de l'armée allemande, c'est inacceptable. Je m'appelle Lucie Aubrac depuis un certain nombre d'années, depuis 1944, puisque mon autre jeune fille c'est Lucie Bernard, que j'ai épousé un monsieur qui s'appelait Raymond Samuel, mais lequel avait, à la fin de la résistance, au moment où il a été arrêté avec Jean Moulin, une identité pour la résistance qui était Aubrac. Moi, je n'avais comme identité qu'un prénom, puisqu'à cette époque-là, si les hommes avaient un nom de famille, les femmes, dans la résistance, avaient un prénom. La première chose qui m'a beaucoup frappée, peut-être plus encore que l'occupation, que cette espèce de grand rush de l'armée allemande à travers toute la France, ce qui m'a le plus frappé, c'est la chute de la République. Ma grosse colère, ça a été contre Pétain et les actes constitutionnels. Ça, je ne l'ai pas encaissé. Quand nous sommes arrivés à Lyon, Raymond a été démobilisé, donc il est redevenu un ingénieur des ponts, il a trouvé un patron, ça s'est bien passé. Mais moi, je n'avais pas de poste. Et l'université de Strasbourg était repliée à Clermont-Ferrand. Me voilà donc qui part à Clermont-Ferrand voir mon administration d'origine. Et qui je rencontre? Jean Cavaillès, qui était aussi à Strasbourg, en même temps que moi, en 38-39. Et nous déjeunons ensemble le midi à Clermont-Ferrand, à la table voisine, et nous parlons de Pétain, très fort de Pétain, et aussi un peu de cette occupation allemande, de ce besoin d'aider l'Angleterre, qui était le seul pays en lutte contre les Allemands. Et la bataille d'Angleterre était finie et gagnée par les Anglais. Ils n'avaient pas pu débarquer, les autres. Et à la table voisine, on avait bien vu qu'il y en avait deux qui nous écoutaient. Et comme à ce moment-là, on n'avait pas encore le sens de la clandestinité, le plus on avait l'impression qu'ils nous écoutaient, le plus on parlait fort pour essayer de faire passer nos idées. À tel point qu'ils se sont approchés avec leur tasse de café. C'était Emmanuel Dastier de la Vigerie et Spagnin. Spagnin, c'était un avocat qui était l'avocat de Blum. Et puis un autre s'appelait Rochon, Jean Rochon, qui était journaliste au journal La Montagne, que dirigeait un vieux radical socialiste franc-maçon qui s'appelait Alexandre Varenne, qui avait voté contre Pétain, qui faisait partie des 80. Et qui nous dit, non, c'est intéressant ce que vous faites. Et Dastier de la Vigerie avait déjà un petit noyau avec ses amis personnels qu'il appelait la dernière colonne. Alors, on a discuté, et puis, évidemment, on a été d'accord pour être avec eux dans cette affaire qu'on a appelée la dernière colonne, et qui consistait à faire des actes directement contre l'armée d'occupation. C'est comme ça que ça a commencé, sans qu'on ait conscience d'être vraiment des résistants. Alors, notre premier journal est sorti en juillet, il fallait le diffuser. D'abord, il fallait faire des premiers centres de dépôt. Le premier a été fabriqué donc dans la région entre Vichy et Clermont. Centre de dépôt, un beau jour, on sonne chez nous, rue Pierre-Corneille, nous habitions rue Pierre-Corneille. C'est mon mari qui va ouvrir, et j'entends quelqu'un qui dit « Sous le pont Mirabeau ». Et mon mari qui dit « Quoi ?» Et je crie depuis la pièce où j'étais « Coule la Seine ». Nous avions comme mot d'ordre pour récupérer les journaux, sous le pont Mirabeau, coule la Seine, qui est un vers qu'on connaît bien de Guillaume Apollinaire. Et nous avons eu comme ça à la maison le premier paquet de journaux. La première fois, Raymond en a oublié sur le chantier où il était, moi dans les casiers des professeurs, à la poste. On n'était pas nombreux, vous savez, au début. Et il y avait à Lyon un centre qui était très intéressant pour ça, c'était le Progrès. Au Progrès, il y avait Ifarge, qui était journaliste, et puis il y avait Altman, Georges Altman. Et ça a été un des points de contact pour notre presse clandestine. Si bien que dire qu'on entre en résistance, c'est peut-être vrai pour les gens qui sont rentrés brutalement à propos d'un événement bien précis en 42 ou 43, par exemple le STO. Bon, ils rentrent.
Mais pour les premiers, dans l'hiver 40-41, c'est un refus. C'est un refus de l'inacceptable. Et puis quand on refuse quelque chose, on ne peut pas le garder pour soi. Il faut donc informer. Et je pense que si la première arme de ce qu'on appellera la résistance, c'est le refus, sa deuxième arme, c'est l'information.